Hey, si ce format de podcast vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner. Toi, tu seras informé de chaque nouvelle vidéo et nous, ça nous fait plaisir. Bisous. Quand j'en parle avec les personnes qui m'accompagnent, je me rends compte qu'il y a énormément de choses qui sont hyper caractéristiques et presque je me dis: «Mais comment personne n'a pu, ne rien voir, quoi?» Et ensuite je me suis intéressée aussi à l'hypersensibilité parce qu'en fait, par nature, j'ai toujours été hypersensible, même si je l'ai pas tout de suite compris comme ça. Les conseils, c'est bien quand on me demande un conseil et quand quelqu'un peut nous répondre ou peut nous donner des pistes ou quoi, mais je pense que ça doit toujours être sollicité pour être bienveillant et pour être serein. I'm not done. I just want me to find it. 'Cause I'm not done. I just want me to find it. I'm not done. I just want me to find it. 'Cause I'm not done. I just want me to find it. Salut, c'est Vivant la nuit. T'as déjà eu l'impression que tu étais hors norme, psychologiquement parlant, que tu réfléchissais pas comme tout le monde, que t'avais des avis souvent divergents? Elisabeth a grandi avec ces impressions-là et ça l'a conduite à plusieurs choses. 1. Se renseigner sur ce qu'on appelle la neurodivergence ou la neuroatypie, comme tu préfères. Et 2. Entamer un parcours de diagnostic qui visait à expliquer d'une manière ou d'une autre ces impressions répétées de décalage avec les autres. Elle est hypno-coach, donc elle te parle aussi hypnose. Elle est très précise quand elle relate ses expériences et j'ai passé un super moment avec elle, malgré les habituelles difficultés techniques et matérielles, mais enfin je te refais pas le couplet, tu commences à t'habituer, c'est du presque direct et des fois c'est un petit peu galère. Mais ça n'enlève absolument rien à la pertinence du discours d'Elisa que je te propose de rencontrer maintenant. It ain't over. It ain't over. It ain't over. It ain't over. I'm not done. I just want me to find it. 'Cause I'm not done. I just want me to find it. I'm not done. I just want me to find it. 'Cause I'm Salut Elisa. Salut Doriane, comment vas-tu? Ça va très bien, toi aussi? Ouais, super, très contente d'être là. Merci beaucoup pour, l'invitation. Mais je suis ravie de te recevoir, écoute. Elisa ou Elisabeth, alors c'est pas dit que je sorte toujours le même prénom, quoi qu'il en soit, c'est la même chose pour toi? Heureusement, on n'est que 2, donc je vais me Ouais, reconnaître. très bien. Très, très bonne nouvelle. On va parler ensemble de quelque chose qu'on appelle la neuroatypie ou la neurodivergence. Je crois qu'il y a encore d'autres termes dont peut-être qu'on pourra parler, un peu plus loin dans ce podcast-là. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est que la neuroatypie? Ouais, alors, je vais parler de moi, ma vision de la neuroatypie parce que je pense qu'il doit y avoir autant de définitions que de gens, sur terre. Alors peut-être Mmh mh. pas, à l'extrême comme ça, mais en tout cas, il y en a beaucoup. Mmh. Moi, la manière dont je perçois la neuroatypie, c'est le fait de fonctionner neurologiquement différemment de ce qui est attendu, de «la norme» entre guillemets et Mmh. donc d'avoir des fonctionnements, soit de langage, soit de mémoire, soit, de gestes et de mouvements, soit de perception sensorielle, soit d'attention, par exemple, qui sont différents des, fonctionnements habituels, qu'on s'attend à retrouver chez la majorité des gens. OK. Bah, je pense que c'est pas bien loin de la définition, on va dire, globale, hein. C'est, un côté atypique à des réflexes, neuropsychologiques et cetera, du coup. Exactement. Qu'est-ce que ça regroupe comme, type de, alors je on ne peut pas dire pathologie parce que c'est pas des pathologies, me semble-t-il, comme type, de fonctionnement atypique? Alors, ça regroupe, d'abord, sûrement un des plus connus dans ce groupe-là, c'est les hauts potentiels ou la douance. Mmh mh. Mais, on considère aussi comme neuroatypiques les personnes qui sont, par exemple, hypersensibles, les personnes qui sont, TDAH, les Mmh. personnes qui ont un trouble 10, donc, dyscalculie, dyspraxie, dyslexie et cetera. Mmh. Enfin voilà, ou même les personnes qui sont atteintes, d'un trouble du spectre autistique, par exemple, sont aussi, considérées comme des personnes neuroatypiques. Donc finalement, c'est Mmh. un peu ce qu'on disait, c'est vraiment, le fait de fonctionner différemment, de fonctionner, neurologiquement de Mmh. manière atypique. Simplement pour préciser, tu parlais de TDAH, du coup c'est, trouble de l'attention avec hyperactivité. Ouais. C'est l'acronyme de TDAH si jamais ça doit revenir un petit peu dans le podcast.
Je trouve que c'est intéressant ce que tu disais en première phrase ou presque. Le côté, c'est un fonctionnement neuro différent de celui qu'on attend d'un humain. Ouais. Comment est-ce que toi, tu as commencé à connaître la neuroatypie, la neurodivergence? Est-ce que tu t'es rendu compte de ça, que tu réagissais différemment de ce qu'on attendait de toi? Alors par rapport à moi, c'est venu très tard. En fait, j'ai commencé à Mhm. m'y intéresser, en 2019 parce que j'ai fait mon test, mon bilan psy juste après. D'accord. Mais je connaissais déjà, alors pas toutes les atypies, enfin j'avais évidemment, connaissance des troubles du spectre autistique, même si je pensais pas que c'était, considéré comme une neuroatypie au départ. Je pensais que c'était une maladie en fait au départ. Mhm. Mais par contre je connaissais un enfant, que je babysittais quand j'étais adolescente qui lui était HP et Mhm. c'est un peu pareil, je me disais que c'était, tu sais, un peu je vais faire, hurler des gens dans les qui écoutent le podcast, C'est pas grave, mais vas-y. je pensais que ça faisait un peu partie d'un mouvement de mode, en fait et que c'était quelque chose, voilà, qu'on disait un peu pour, parce qu'on avait envie que son enfant, par exemple, Mhm. soit différent et fonctionne différemment, Mhm. et que du coup, c'était un peu, pas vraiment fondé sur quelque chose de scientifique. Alors bon, Mhm. dans l'absolu, finalement, on se rend compte que ça l'est pas encore, enfin, on sait pas encore exactement comment ça fonctionne, mais voilà, on sait qu'en tout cas, c'est réel et que c'est pas une croyance ou que c'est pas juste une manière de se faire, mousser, quoi. Mhm. Ouais, complètement. Je crois que sur le point de vue de la science, on est un peu partagé parce que au niveau médecine, c'est assez compliqué à prouver. Au niveau psychologique et psychiatrique, ça l'est beaucoup moins, entre guillemets, parce que beaucoup de travaux sont sortis. Je crois que s'il y a un trouble qui est facilement reconnaissable, entre guillemets, par la médecine, c'est le syndrome d'Asperger, qui lui peut être détecté par des IRM. Est-ce que tu connais un petit peu le sujet? Alors, je suis au tout début de mon exploration du trouble, autistique dans sa plus large mesure, Ok. dans la mesure où je me suis surtout au départ intéressée à la douance, donc en 2019 quand j'ai Mm. commencé à me demander pourquoi moi je pensais différemment des autres et pourquoi je me sentais tout le temps en décalage avec les autres. Mhm. Et ensuite je me suis intéressée aussi à l'hypersensibilité parce qu'en fait par nature j'ai toujours été hypersensible même si je l'ai pas tout de suite compris comme ça. Mhm. Je pensais que je ressentais normalement, mais juste que j'avais du mal à gérer mes émotions, en fait D'accord. et après j'ai compris qu'il y avait pas que ça parce que, j'ai eu une période, comme certains, enfin, voilà, comme ça arrive à beaucoup de personnes, j'ai eu une période un peu plus rude où là, j'ai vraiment rencontré des difficultés à supporter des sensations, des ressentis et cetera, qui étaient comme par hasard aussi couplées avec une période de vie un peu plus compliquée et un peu plus douloureuse littéralement et donc forcément qui éveille, les sensations. Mm. Et c'est pour ça que moi je préfère parler d'hypersensibilité en tant que, phénomène, Ouais. physiologique ou en tout cas, ressenti, Qui dépend de plutôt, stimuli. voilà, qui dépend de stimuli et qui dépend d'un ressenti que tu ressens toi à l'intérieur de toi, plutôt que de parler de personnes hypersensibles parce que finalement, c'est un peu pareil. Est-ce que vraiment on peut prouver l'hypersensibilité à Mm. l'IRM? Je suis pas sûre. Mm. Ok. Et du coup, on va recentrer maintenant sur ton histoire. Donc c'est parfait, tu m'as tendu la perche parfaite. Quand tu t'es rendu compte que justement ces stimuli-là ou cette hypersensibilité-là, tu commençais à la ressentir, est-ce que est-ce que ça dépendait de tes rapports sociaux et de tes interactions sociales? Vaste question, parce que c'est une période où j'ai pas vu, énormément de monde justement parce que je ne supportais pas. D'accord. En fait, c'est venu un peu, je te dirais que si je devais, faire une espèce de une rétrovision de ce qui s'est passé, je te dirais que j'ai, en fait, rencontré beaucoup de choses caractéristiques de différents, groupes de personnes, neuroatypiques et que c'était un peu, le bazar. Et du coup, je me suis mise en quête justement à cause de ça, de faire un bilan psy, de parler d'hypersensibilité avec des professionnels et là, Mhm. actuellement du coup, me mettre en quête aussi d'un diag, sur les troubles du spectre autistique, mais ce serait vraiment tout nouveau quoi, c'est d'il y a un mois quoi, donc D'accord. c'est assez Ok. récent. Même si, bon, j'ai des doutes depuis un moment, mais Mm. il y a vraiment, enfin, il y a vraiment des choses qui font que en fait, je me dis: «Bah, peut-être que en fait, non, enfin, c'est peut-être intéressant de faire le diag, quoi». Ok. Et qu'est-ce qui, pour toi, du coup, est intéressant dans le fait de le faire et qu'est-ce qui peut éventuellement te faire peur? Je sais pas si tu ressens une peur ou une appréhension.
Alors j'ai réfléchi à ça tout à l'heure, à qu'est-ce qui pourrait me faire peur? Je vais commencer par là parce que Ouais, ça va ouais. être intéressant. Qu'est-ce qui pourrait me faire peur là-dedans? C'est qu'en fait, on me dise: «Non, mais en fait, vous avez pas un trouble du spectre autistique, vous avez un truc» et genre truc plus grave, tu vois? Truc, genre, vous Mmh. êtes complètement déséquilibré dans votre tête ou enfin voilà, c'est hyper irrationnel, hein, comme peur. Et aussi, je juste là, c'est vraiment le moment de dire: même si vous êtes complètement déséquilibré dans votre tête et que vous écoutez Mmh. ce podcast, il y a aucune raison de se sentir honteux ou mal par rapport à ça. Non, pas du tout. La raison pour laquelle j'exprime ça comme ça, c'est simplement parce que je sors d'une période avec beaucoup de problèmes de santé et que j'en ai ras-le-bol Mmh. ben, voilà, des examens et cetera. Mais vraiment, j'insiste là-dessus parce que je veux pas que mes paroles soient mal perçues ou soient psychophobes ou quoi que ce soit, mais vraiment, enfin, si vous avez besoin d'aide, allez consulter, quoi. Enfin, Mmh voilà, c'est mh. important. Mais c'est plutôt, ouais, la peur de se dire: «Ben, en fait, si ça se trouve, c'est encore autre chose que j'ai pas encore appréhendé et qui va entraîner d'autres démarches Mmh et mh. qui va entraîner peut-être d'autres papiers, d'autres, enfin, voilà, plein de choses en plus qui vont me Ouais. faire perdre de l'énergie en plus alors que j'en sors tout juste». Mmh mh. Et c'est un peu ça ma peur principale, je te dirais. Parce que si on me disait: «Bah, en fait, tu as rien», bah, tant mieux, tu vois? Enfin, je vais pas me plaindre. J'ai déjà assez de trucs comme ça. Ouais, ouais, ouais. Après, enfin, comment j'appréhende, la chose, c'est que je pense que ça me soulagerait quand même d'avoir, un oui ou un non, en fait. Mmh mh. Ce D'accord. que j'ai pas eu pour le coup pour la douance. OK. Parce que pour remettre le contexte, en fait, j'ai un QI qui est trop hétérogène, entre Mmh mh. grands guillemets. Ça veut dire qu'il y a trop de points de différence entre les indices pour pouvoir dire avec précision, quel est mon QI total. Mmh mh. Et donc de ce fait-là, en fait, tu restes avec une demi-réponse quoi, où en fait tu Ouais. sais pas, tu te sens d'un côté pas vraiment, dans la case HP, de Mmh. l'autre côté, tu es pas non plus normopensant parce qu'on t'a clairement fait voir que tu avais des capacités au-dessus de la norme sur certains points Mmh mh. et donc du coup, ben, tu es là et tu te dis: «OK, que suis-je?» Mmh. Qu'est-ce qui est normal dans mes réactions? Qu'est-ce que je peux expliquer par telle chose et qu'est-ce que je peux pas expliquer? Je pense que c'est aussi pour ça que j'ai tendance à inciter mes consultants et même mon entourage à parler plutôt que de parler d'une case genre: «Ah ben je suis au potentiel» ou «Ah ben je Mmh suis, mh. tel ou tel truc», à vraiment s'exprimer par des phénomènes qu'ils rencontrent et des choses Mmh mh. plus tout concrètes en fait, pour éviter de tomber dans ces cases-là et de rester bloqué dans ces cases-là et de se sentir, étiqueté quelque part. Ouais, 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 je comprends, je comprends. Hem, En parlant d'étiquette, du coup, là où on essaye de enfin, là où en général on voit le plus les, spécificités de chacun, au niveau, physiologique, au niveau psychologique, au niveau de plein de choses, c'est souvent pendant l'enfance. Est-ce que tu relèves des choses pendant ton enfance qui, aujourd'hui, tu te dis: «Oh, c'était peut-être ça, dis donc». Ouais, alors j'ai carrément fait une liste, mais alors, C'est je pense vrai? qu'on en a pour 10 minutes. Ouais, en fait, Mais partage-nous ce que tu as envie de nous partager. en fait, j'ai vraiment fait une liste parce que alors, je te dirais que globalement, pendant mon enfance, je me suis toujours sentie en décalage, hein. Ça D'accord. fait pas un pli. Moi, je restais à la récré avec les profs plutôt qu'avec les élèves. Mmh mh. Ensuite, quand j'ai pu rester avec les profs, je me suis foutue à la bibliothèque toute seule, parce que, ben, c'était un peu peine perdue de me faire des amis. D'accord. Mais en fait, maintenant quand je regarde le truc, et quand j'en parle avec les personnes qui m'accompagnent, je me rends Mmh mh. compte qu'il y a énormément de choses qui sont hyper caractéristiques et presque je me dis: «Mais comment personne n'a pu, ne rien voir, quoi?» Et bon, OK. après le truc, c'est que c'était un autre temps, donc c'était enfin, moi quand j'étais, à l'école, c'était il y a 20 ans et il y a 20 ans, on parlait pas, aussi ouvertement des maladies psy, on parlait pas aussi ouvertement, d'autisme, on parlait pas aussi Mmh. non, on parlait même pas de haut potentiel, je crois, en fait. On parlait de gens très intelligents, De mais on parlait pas surdoués, on vraiment parlait de de voilà. surdoués. Mais c'était des sujets qui étaient quand même très fermés, quoi et Ouais. voilà. Mais du coup, oui, pour répondre à ta question, en fait, j'étais assez malheureuse à l'école quand j'étais enfant. Mmh mh.
En fait, les autres enfants se moquaient beaucoup de moi et j'ai l'impression que je comprenais pas vraiment qu'ils se moquaient de moi jusqu'à ce qu'ils se moquent réellement, explicitement de moi, auquel cas, bah, ça me blessait vachement. Mmh. Bah, ce qui est quand même un problème parce que du coup, je laissais un peu monter la mayonnaise, un peu à mon insu quoi et voilà, Mmh. ça m'a beaucoup, forgée. Mmh. Ça m'a beaucoup blessée évidemment, mais ça m'a aussi appris à m'autosuffire et enfin, à être heureuse et à m'épanouir moi-même, en fait, à pas dépendre des autres. OK. Et puis, je te dirais que, enfin, pareil, une chose qui est revenue assez souvent dans mon enfance, c'était que j'avais peur, en fait, de me retrouver en groupe, D'accord. et j'avais plutôt tendance à pas aller vers la masse, mais plutôt aller vers les gens qui sont un peu, tu sais, un peu les gens qui se mettent, de côté dans les groupes et qui se disent: «Oh là là, qu'est-ce qui se passe?» Moi, j'avais Ouais. plutôt tendance à bien m'entendre avec ces personnes-là. OK. Et puis, ouais, comme je te disais, au secondaire, j'ai lâché un peu l'affaire et en fait, j'ai fini quand même par trouver, au final, un groupe de copains, qui me ressemblaient un peu par leurs différences, quelque part. C'est-à-dire qu'ils étaient, pareils, ils se sentaient un peu rejetés d'une manière ou d'une autre et donc on on formait un peu notre club, quoi. Mais c'est pareil, j'ai jamais vraiment compris les interactions, les blagues, les trucs comme ça. C'est des choses qui m'ont un peu échappé, alors que pourtant j'ai énormément d'humour, tu vois? Mais j'ai un humour assez absurde et assez cash, en fait. C'est un humour où tu vois bien que c'est de D'accord. l'humour, tu vois? Il y a pas vraiment de Pas tu forcément tu dans le sous-sens. voilà, c'est ça. Il y a pas trop de double sens et de trucs comme ça, c'est des trucs que j'ai plus de mal à comprendre et enfin, voilà, c'est des choses un peu plus compliquées pour moi. Et puis je pense en fait que, le fait de pas vouloir se mêler au groupe et tout ça, c'est aussi le côté où, tu sais, tu t'épargnes un peu d'énergie parce que quand déjà ça te coûte un effort de devoir t'adapter et de pas être naturel, dans ton enfance et qu'en plus enfin dans ton enfance ou dans ton âge Mmh. adulte en fait, c'est pareil. Mais quand ça te coûte un effort de t'adapter et qu'en plus ça te prend de l'énergie d'être avec des gens, je pense que, bah, naturellement tu vas essayer d'économiser de l'énergie là où il y en a quoi, finalement. Ces décalages que tu as ressentis, à ces différentes, périodes de ta vie, cette idée de t'adapter à l'humour de l'autre, t'adapter en dans des sphères sociales et cetera. Est-ce que tu le ressens encore aujourd'hui? Est-ce que ça fait encore partie de difficultés que tu as au quotidien? Ouais, mais je te dirais plus de la même manière, dans le sens où je suis OK. consciente qu'il y a ce décalage, alors qu'avant c'était pas le cas. Je me disais: OK. «OK, s'ils comprennent pas, c'est que moi j'ai un problème et que je suis pas adaptée», alors que maintenant, bah, aussi par mon activité et par le fait que, bah, voilà, j'accompagne des gens, donc je vois bien que les gens marchent différemment. J'ai appris qu'en fait, il y a pas une vérité universelle et une façon d'être universelle et qui marche pour tout le monde et que tout le monde devrait suivre, en fait. Ouais. Et que chacun est un peu atypique à sa manière, même la personne la plus, neurotypique, de la terre sera toujours un peu atypique dans certains traits, en fait et c'est un Mmh. peu ça aussi qui fait la beauté du truc. C'est Mmh que, mh. en fait, c'est pas quand tu passes de, 129 à 130 que ça y est, tu es un génie, tu vois? Enfin, il se passe pas un Mmh. truc dans le dernier point de QI qui sépare, le Ouais, communément ouais, admis, ouais. de la enfin, voilà, du surdoué, tu vois? Complètement. Et je pense que c'est important, en fait, de dire ça aussi parce que finalement, on a tendance à penser que tu es surdoué ou tu l'es pas, tu es hypersensible ou tu l'es pas, mais en fait, non, Mmh. ça marche pas comme ça, quoi, tu vois? Ouais. Puis tu as aussi la personnalité de l'autre qui enfin de la personne du coup, qui vient parfois avoir des traits de caractère, des traits de personnalité que tu peux juger comme un petit peu, «différents» entre guillemets, un peu sortant de la norme et cetera, qui pourraient être assimilés à une neuroatypie, alors qu'on a des couches et des couches et des couches qui nous constituent et toutes ne sont pas lisses. Oui, tout à fait et au-delà de ça, tu as même notre éducation, notre Mmh, culture et aussi, plein ouais, d'autres bien choses sûr. encore qui viennent influencer ça, quoi. Une des difficultés qui subsiste aussi, c'est le fait d'être avec beaucoup de gens en même temps. C'est-à-dire que, déjà parce que j'ai un espèce de radar à gens, je sens un peu les gens, tu vois? Le mood des Ouais. gens et je sens avec qui ça peut matcher et avec qui ça ne matche pas et en général, je me Mmh. trompe pas trop. D'ailleurs, mon compagnon m'exploite un peu en tant que radar, et en fait, ça fait que quand je sens que ça ne matche pas parce que je sens pas la personne congruente dans la manière dont elle s'exprime et cetera, j'ai un Mmh mh. désintérêt total pour la personne
Et même en D'accord. faisant tu sais, en essayant d'être gentil et tout, c'est vraiment compliqué, d'avoir l'air, sincère, quoi. Ouais. Et ça, plus le fait que ça me prenne de l'énergie d'être avec beaucoup de gens, bah, forcément, au bout d'un moment, ça coince. Ouais. Et donc en fait, j'ai besoin d'espace. Déjà, j'ai besoin clairement, je mets un masque, hein, quand je suis avec beaucoup de gens. Je peux pas être moi-même de manière, sécure. Je me sens pas adaptée Mmh. si je suis moi-même de manière sécure, dans la mesure où, je suis très brusque, enfin brusque, non, c'est pas le mot, c'est pas brusque. Je suis très transparente et très authentique et je dis les choses, je communique énormément et ça Ouais. convient pas forcément toujours à tout le monde parce que la société nous apprend pas à être comme ça, en fait. Mmh. Et donc le fait de porter un masque pour, essayer de prendre un peu de diplomatie et cetera, ça demande un effort et donc ça me fait un peu griller le cerveau. Ouais. Donc ça, plus le fait que parfois il y a des gens avec qui tu as pas envie de t'entendre et qui enfin en tout cas moi j'ai pas envie de m'entendre et j'ai même pas envie Mmh. d'essayer parce que je sens bien que ça marchera pas, fait que, bah, des fois ça peut être assez fastidieux d'être en société avec beaucoup de monde. Mmh. Et donc j'ai besoin aussi d'avoir des espaces de calme et de paix, comment dire ça? D'avoir des espaces en fait où je m'accorde le droit d'être, toute seule et de m'isoler et de me calmer quoi, tu vois? De redescendre. Mmh. Ouais, Donc OK. ça c'est un des trucs qui subsiste et qui je pense subsiste le plus en fait dans mon quotidien. D'accord. Je fais une toute petite parenthèse pour les personnes qui nous regardent sur YouTube. J'ai rien qui me pique sous les fesses. J'ai de nouveaux écouteurs qui sont sans fil et j'ai 175 ans. Du coup, le fait qu'ils tombent me dérange et à chaque fois que j'appuie dessus, le machin me parle. Voilà, donc désolée, ça doit être très désagréable, mais on va faire en sorte que ce soit un peu plus calme. Au niveau du coup de cette difficulté, entre guillemets, que tu as à être en présence de plusieurs personnes, parce que du coup, ton attention se porte sur plein de choses, à la fois sur toi, à la fois sur les autres. Est-ce que tu penses que ça a joué dans le choix de ton métier, puisque tu es hypno-coach, donc tu travailles à ton compte? Ouais. Du coup, le fait de ne pas être dans un grand building, des une multinationale à 5000 personnes par étage? Alors j'y ai été. J'y ai D'accord, été, OK, j'ai été manager dans 2 grands groupes, avant ça, d'accord, où j'ai pas du tout été heureuse en fait, c'était des boulots clairement où j'allais pas faire ma vie de toute façon, hein, c'était pas des jobs de rêve. ouais. Mais disons qu'en fait, c'était un peu le côté, tu sais, tu fais des études et tu dis: «Bah oui, je vais prendre un boulot en rapport avec mes études et puis, je vais faire ce qu'on attend de moi quelque part». Mmh. Et tu ça et en fait, je me suis, blessée, 2 fois, le même endroit, alors pas dans les mêmes circonstances, mais 2 fois au boulot. Mmh. Et je me suis dit: «OK, en fait, ce qui se passe là, c'est que ma tête veut pas lâcher, donc mon corps me Mmh. fait comprendre que clairement, je peux pas continuer comme ça». Ouais, Et donc bah, maintenant, je suis restée avec, des séquelles dont de toute façon, je peux même plus le faire, le boulot, donc de toute façon, voilà. Mais OK. ça m'a fait vachement faire un travail sur moi et réfléchir, à qu'est-ce que je fais passer en priorité? Est-ce que c'est le boulot que je fais passer en priorité ou est-ce que c'est ma santé et mon bien-être émotionnel et Mmh. ma santé mentale? Ouais, Et en fait, avant même de faire ces boulots-là, je faisais de l'hypnose déjà. J'en faisais, un d'accord. petit peu plus, de manière occasionnelle, mais j'en faisais déjà. Mmh. Et finalement, l'hypnose pour moi, ça a été un peu un mode d'emploi de comment interagir avec des gens. OK, dans quel sens? Dans le sens où, ça m'a permis d'observer plus les réactions des gens, quelque chose qui me manquait Mmh. énormément, qui me faisait énormément défaut. Ça m'a permis de lire entre les lignes, mais d'avoir des explications de comment tu lis entre les lignes, en fait, de comment tu OK. interagis de manière, sous-entendue, implicite et cetera. Donc ça m'a donné un cours OK. d'implicite, si tu veux et c'est quelque chose que je pense qui me manquait énormément. D'accord. Et ce qui fait qu'en fait, j'ai vraiment appris énormément en faisant de l'hypnose, Mmh. et avant même d'en faire de l'accompagnement, hein. Même juste le fait d'en D'accord. pratiquer comme ça, voilà, de manière un peu, ludique ou quoi, fait que j'ai Mmh. appris à observer les gens, que j'ai appris à les écouter, que j'ai appris aussi que mes mots avaient une incidence sur leur manière de se sentir, ce qui était pas forcément Mmh. enfin, comme je disais, moi, j'ai toujours été assez franche et je pense Mmh. qu'avant, je conscientisais pas autant, le poids des mots par rapport à ton Mmh. interlocuteur. D'accord.
Est-ce que tu as déjà vécu, un moment où toi tu as blessé vraiment quelqu'un alors que tu estimais que tu disais quelque chose de complètement presque banal? Ouais, je pense que ça m'est arrivé des nombreuses fois et en fait, c'est un peu, là, la dernière fois que ça m'est arrivé, c'était il y a pas longtemps en plus, OK, c'était la semaine dernière, je suis en mission pour une école, en fait et je fais des ateliers de OK, facilitation avec des étudiants et un OK, étudiant, il se pointe et il me dit: «Ouais», donc je leur avais demandé de faire un truc, pour, cette session-là et un étudiant qui se pointe et il m'a fait genre un tiers de page Word, OK, tout collé, sans mise en page, sans rien. Et il me dit, il me montre, je lui dis: «Tu as fait quoi?» Il me montre et il me dit, «Ouais, bon, c'est pas encore fini, hein, t'inquiète pas, hein». Et moi, j'ai fait un truc du style, «Bah, ouais, j'espère», tu vois? Mais pour rigoler, tu vois? Hyper sou ouais, et là, tout le monde était là en mode hyper gêné, tu vois? Genre, ils ont pas du tout compris que c'était une blague et du coup, OK. ils se disaient: «Mais oh là là, mais» enfin voilà et j'ai senti qu'il y avait un moment, tu sais, de gêne et de: «Oh waouh, elle Mmh. envoie quoi», tu vois? Alors que pas Ouais, du tout, ouais. enfin, moi, c'était un peu genre: «Bah ouais, j'imagine bien, j'en attends pas moins de toi, quoi», tu vois? Ouais, Et ouais. je pense que le gars, aurait pu se sentir très blessé si j'avais pas désamorcé le truc assez rapidement et où j'avais dit: «Non, mais je me doute bien que tu vas faire de la mise en page et tout», enfin voilà, tu vois? OK. Mais Ouais, tu as réussi à rattraper. bah, je l'ai compris juste après, tu vois? Et je pense que ça Mmh. peut arriver à n'importe qui, c'est pas spécifique à moi. Je pense que ça peut arriver de dire des bourdes comme ça et de faire des choses comme ça et de dire des maladresses. Mais ça, c'est la dernière fois que j'ai blessé quelqu'un de manière, enfin, où vraiment je l'ai remarqué, où ça m'a marqué, quoi. Mais Ouais. après, en soi, un exemple un peu plus typique de, bah, des problèmes de communication qu'on peut avoir, c'est par exemple, tu sais, une fois, je suis en entreprise et puis, en fait, il y avait un process qui avait aucun sens pour moi. Je Mmh trouvais mh. ça con, en fait, de faire des process pour faire des process, mais de faire semblant de les faire, en fait, tu vois? Ouais. En gros, on nous demandait de compléter des trucs et en fait, tout le monde, tous mes collègues le complétaient, mais sans vérifier, les éléments qu'on mettait sur la feuille. D'accord. Heu et donc ben, moi, un jour, je suis allée voir ma chef et je lui dis: «Mais pourquoi on fait ces trucs-là? Ça sert à rien puisque de toute façon, personne les fait et en fait, on met n'importe quoi sur la feuille». Ouais. Et genre, je me suis fait détruire, vraiment, je me suis fait tuer. Ah! Ah, «Ouais, ah! tu insinues quoi et tout, machin?» J'ai eu enfin bref, c'est vraiment, c'était une catastrophe. Ce move n'était pas le bon move, quoi, tu vois? Genre parce qu'en Perdu. plus ma chef derrière, elle est allée voir les autres pour leur demander et évidemment que les Forcément, autres, bien ils ont pas sûr. dit qu'ils faisaient semblant, tu vois? Ouais, ouais, c'est clair. Donc Loupé. voilà, mais tu vois, ça, c'est le genre de truc où, il y a une hypocrisie comme ça, où moi, j'ai vraiment difficile avec ça parce que je comprends pas, en fait, pourquoi il faut être hypocrite. Je veux dire, si personne ne le fait, pourquoi on dit pas juste: «Bah, personne ne le fait et on change», quoi, tu vois? Ouais, ouais, bien sûr. Donc Et est-ce que tu as du mal, toi, quand tu réceptionnes enfin, ce que, plein de personnes neurotypiques pourraient appeler un scud, tu vois? Un truc un peu trop péchu, un peu trop, acerbe, tu vois? Une critique un peu acerbe ou une réflexion et cetera. ouais. Est-ce que toi, tu le prends, stricto sensu ou est-ce que ça te fait aussi des fois ce côté un peu: «Oh là, je suis blessée là, j'aime pas trop»? Est-ce que tu Alors, bah, ressens, pire tu que vois, ces ça, des trucs-là? fois ouais, bah, pire que ça, des fois, mon compagnon, il me lâche des vannes et c'est des vannes et je sais OK, qu'il m'aime et qu'il balancerait pas une vacherie, quoi et en fait, je le prends super mal, tu vois? Je me rends pas compte tout de suite que c'est de l'humour. Et OK. donc imagine bien que pour les choses un peu plus, péchues quoi, je déteste ça et en fait, je ne l'accepte pas de n'importe qui. C'est-à-dire que quelqu'un de proche de moi, je vais l'accepter et je Mmh. vais le considérer même si c'est une blague, hein, je vais le considérer comme ça, et je vais avoir besoin en fait que de comprendre que c'est une blague. Donc soit parce que la personne, je sais que, bah, c'est quelqu'un qui est un peu comme ça et qui rentre dedans mais pour rigoler ou parce qu'on me dit: «Non mais je déconne quoi». Mais Mmh. quelqu'un qui est pas proche de moi, je ne l'accepte pas. C'est-à-dire que je vais me braquer et je vais plus vouloir parler à la personne. Mais alors pas spécialement parce que je suis rancunière, plutôt parce que j'ai besoin de gérer, le côté émotionnel et le déconstruire le truc dans ma tête avant d'être opérationnelle à la communication, tu vois? Complètement. C'est un Très, peu très plus, bien. ouais, c'est un peu plus, le côté, parce que enfin, beaucoup de gens pensent qu'en fait, juste on fait la tête quoi, tu vois? Mais c'est pas du tout ça, Mmh. c'est plus une déconstruction et genre: «OK, qu'est-ce que je ressens maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui m'a dérangé
qu'est-ce que la personne a voulu dire, Mmh. peut-être? Mmh. Et OK, est-ce que vraiment c'est grave? Est-ce que c'est vraiment important? Mmh. Est-ce que tu vas lui communiquer un feedback là-dessus ou pas? Mmh. Comment tu poses des limites ou pas là-dessus? Tu vois? Mais en Mmh. fait, tout ce travail-là, pour moi, il se fait pas en instinctif quand on me balance un truc hyper, violent et donc j'ai besoin d'y réfléchir réellement et de faire une Mmh. introspection là-dessus réellement. Je comprends. Quelle est la probabilité que la personne soit en train de dire quelque chose qui est vrai et qui ne soit pas une blague? Quelle est Ouais, bah, exactement. Ouais, ça sent le vécu, hein, chez toi aussi. Parlons de toi. Au niveau de ton activité du coup d'hypno-coach, est-ce que tu penses que, qu'est-ce que tu classerais dans la case atout pour accompagner les personnes que tu coaches et qu'est-ce que tu classerais dans ta neuroatypie dans la classe difficulté? Je pense que, enfin, j'essaye le plus possible de faire de ma neuroatypie une qualité, clairement, dans mon activité. Parce que c'est, important. En fait, je prône, la bienveillance envers soi, la connaissance de soi et tous ces trucs-là et je peux pas prôner ça et dire, Mmh. «Ma vie, c'est de la merde et j'ai que des défauts», tu vois? C'est pas possible de faire ça. Mmh. Tu peux pas, manquer de congruence à ce point-là. Enfin, je veux dire, c'est impossible. En tout cas, pour Ouais. moi, c'est pas concevable et pour moi, c'est important, en fait, d'être en accord avec ce qu'on dit et avec ce qu'on pense. Mmh. Et je pense que les personnes qui viennent, me voir, qui me sollicitent, qui font appel à moi et cetera, sont des personnes qui savent que je fonctionne comme ça, Mmh. qui savent aussi que j'ai un certain franc-parler, que j'ai aussi beaucoup Ouais. d'humour, mais que, je dis les choses et que je tourne pas autour du pot 115 ans. Alors j'apporte une nuance, hein, je balance pas des scuds à longueur de séance, mais évidemment, je le tourne de manière à ce que ce soit entendable par la personne en face, mais je dis les choses. Je ne Mmh. me prive jamais de dire les choses parce que je me dis: «Ah mais non, mais je peux pas dire ça» ou quoi. Ça arrive pas Ouais. trop et dans ce concept-là, en fait, c'est une force de pouvoir dire les choses et d'être, avec assez peu de filtres. Et puis c'est aussi une force parce que ça me permet en fait, même si j'ai ce truc de, pas trop arriver à déceler les expressions des gens parce que de toute façon ils sont en visio donc de toute façon j'ai envie de te dire, en visio tu vois pas grand chose, une fois sur 2 ça coupe ou quoi donc, Mmh. voilà. Mais par contre je suis, très axée sur ce qu'ils me rendent comme feedback quand je pose une question. Qu'est-ce qu'ils vont me dire? Qu'est-ce D'accord. qu'ils vont pas me dire? Quel ton ils vont prendre? Quels mots ils vont utiliser? Et tout ça, en Mmh. fait, je l'ai appris, comme on disait tout à l'heure, en fait, je l'ai appris par l'hypnose et Mmh. tout ça, ça me permet, de savoir exactement où ça plante, en fait, dans le raisonnement et de, du coup, les déplanter et pour les déplanter, j'ai pas le choix que de leur D'accord. restituer quelque chose, qu'ils peuvent entendre et Ouais. il y a une autre chose aussi qui est positive dans ma neuroatypie là-dedans, c'est que comme j'ai besoin de clarté et d'explicite, Mmh. je leur demande d'expliciter les choses. Mais parfois, c'en est absurde, quoi, tu vois? Parfois, je pose des questions, évidemment que je connais la réponse, tu vois? Mmh. Mais le fait de les expliciter, Mmh. ça leur permet de se rendre compte de ce qu'ils me disent parfois et parfois même j'appuie le Ouais. truc en disant: «Est-ce que tu t'écoutes quand tu me réponds?» et tout et en fait, je pense que je me sens moins gênée de faire ça, du fait que ça m'arrive dans mon quotidien de demander d'expliciter quelque chose qui paraît logique, tu vois? Ouais, ouais, complètement. OK. Après, je pense que des situations où par contre c'est plus compliqué à vivre, c'est par exemple pour tout ce qui est communication, autour de mon activité, donc «marketing» entre guillemets, tu vois? Le D'accord. côté, se vendre, le côté, enjoliver un peu le truc pour donner envie aux gens. Mmh. Parce que finalement, c'est difficile pour moi de enfin, par exemple, tu vois, moi, au début, quand j'ai commencé mon activité, je disais, à des formateurs que j'avais, je disais: «Mais non, mais moi, je peux pas dire que je vais régler les problèmes des gens, tu vois? J'ai aucune garantie, tu vois? Je peux pas dire ça» et ce qui est quand même un peu bête parce que, bah, c'est un peu pour ça que les gens viennent me voir, tu vois? Donc et finalement, je me suis débrouillée en disant que je les accompagne, tu vois? Mais f et je les rends autonomes aussi, ça c'est vrai, tu vois? Donc Mmh. au pire, s'ils ont pas réglé leurs problèmes, ils sont autonomes à la fin du coaching. Mais par contre, tu Mmh. vois, enfin, pour se vendre, c'est compliqué quand tu tu es sur, arrêté sur des termes comme ça et sur Ouais. des vérités et où en fait, tu veux pas promettre des Mmh. trucs qui sont juste, pas prouvés, quoi, tu vois? C'est hyper compliqué Ouais, totalement. pour pour parler de ce qu'on fait. Après, je pense aussi que je déjà, je m'élargis l'esprit.
C'est-à-dire que Mmh. j'accepte d'utiliser des termes plus approximatifs que d'autres. OK. Et je pense aussi que les gens, en fait, j'ai un peu trouvé mon équilibre dans le personal branding, alors, à très bas niveau, hein. Moi, je suis pas en mode, je publie mes offres tous les 2 jours, quoi, mais je pense que les gens, ils viennent chercher, moi, en fait, quand ils viennent me Ouais. chercher. Donc tu vois, au final, est-ce que c'est vraiment un défaut? Je suis pas sûre parce que finalement, c'est aussi pour ça que je prends la parole sur ce podcast et sur le mien et sur mes contenus et Mmh. cetera. C'est pour que les gens voient qui je suis, voient comment je Ouais. conçois, les choses et après peut-être se disent: «Bah, ouais, en fait, ça m'intéresse ce qu'elle fait, ça m'intéresse comment, elle conçoit le truc» ou au Mmh. contraire: «Bah, non, en fait, elle, je peux pas, elle me donne des boutons et envie de vomir, vraiment, je peux pas aller la voir, quoi» et au Il y a peut-être un moins, ils juste savent à milieu quoi aussi. s'attendre. Ouais, peut-être qu'ils ont juste des boutons, mais qui sont quand même intéressés. OK, je comprends. Il y a plusieurs fois dans notre échange, tu as dit que, l'hypnose t'avait aidé à comprendre comment interagir avec les gens. Et pour moi, l'hypnose, alors peut-être qu'il y a je sais qu'il y a plusieurs styles d'hypnose, peut-être que c'est pas celui que je connais et que j'ai en tête de prime abord, mais pour moi, c'est plus une introspection pour le coup avec un mode de réflexion sur des choses, fictives qu'on va t'aider à aller imaginer et cetera. Dans quelle mesure est-ce que pour toi, ça t'a aidé à interagir avec les autres et à comprendre ton interaction? Alors précision importante, je sais pas si je l'ai précisé, mais quand je parle de l'hypnose qui m'a aidée à interagir, je parle au niveau de pratiquant. C'est-à-dire pas de la personne qui D'accord, vit la séance, mais de la personne qui fait la séance. Ça doit, à mon d'accord. avis, répondre un petit peu à la question. Ouais. Heu et puis, bah, comment? Bah, parce qu'en fait, quand tu fais une bonne séance d'hypnose, c'est-à-dire pas, juste un truc, comme j'ai pu le faire sur le podcast ou un truc en ligne, hein, parce qu'en ligne, c'est pas encore pareil, quoique on se rapproche déjà. Mmh. En fait, quand tu fais une séance en présentiel d'hypnose, tu observes la personne. En tout cas, moi, je le fais comme ça. Et c'est comme ça que j'ai été formée à le faire. Tu observes la personne, tu observes ses expressions, tu Mmh. observes sa respiration, tu observes, est-ce qu'elle a des mouvements dans le corps? Est-ce que ses épaules sont tendues? Enfin, comment elle se Mmh. sent, en fait, la personne? Et tu un maximum de savoir comment se sent la personne. Et en D'accord. plus de tes observations, c'est largement encouragé aussi de poser des questions à la personne, pour être sûr, en Mmh. fait, parce que tu sais pas, en fait. Mais tout ça fait que, si tu veux, tu as un peu, les sous-titres à l'image, quoi, tu vois? C'est un peu comme quand tu regardes un truc, un Ouais, film, une série en anglais et que tu as les sous-titres en français, tu vois? Tu crois ouais, que tu as compris, mais tu vérifies que tu as compris. Bah, là, c'est pareil, ouais. tu crois que tu as compris qu'il se détend, mais est-ce qu'il se détend Mmh. vraiment? OK, tu es détendu comment maintenant? Tu vois? Ouais, Et tout de complètement. suite, tu as un feedback et donc tu vérifies, ce feedback. Et puis, à force OK. de faire plusieurs sessions, tu te rends aussi compte qu'il y a des récurrences dans les mots que tu utilises et que ces mots que tu utilises vont influencer la personne de la même manière à chaque fois. Alors que peut-être que Mmh. d'autres mots vont marcher d'une manière différente. Peut-être que quand tu ralentis le son de ta voix, tu sens que la personne se détend beaucoup plus que quand tu parles très vite. Et petit à petit, OK. en fait, tu apprends que tout ça, ça a une incidence énorme. Alors ça paraît complètement, fou comme ça parce que, bah, on n'est pas dans le contexte. Mais tu te rends compte que finalement, c'est toutes des briques que tu viens et qui vont te construire un truc, vachement solide et qui va te permettre d'avoir une réaction que tu connais, en fait. Tu Mmh. vois? OK. Et donc tout ça va faire que tu identifies ce qui fonctionne pas, les trucs qui ont l'air de braquer les gens et les trucs qui ont pas l'air de les braquer. Mmh. Et tu peux aussi essayer tes meilleures blagues à ce moment-là, tu vois? C'est le moment où tu peux tester aussi tes blagues et tu vois, en fait, sur la personne comment elle se sent et donc bah, ça permet, voilà, d'avoir un feedback en temps réel et de pouvoir savoir, enfin, c'est comme ça que moi ça m'a aidée, en fait. Et Ouais, surtout, OK. surtout moi, ça m'a fait sortir de ma coquille parce que j'ai commencé en faisant de l'hypnose de rue et j'étais toute timide, j'osais jamais parler à personne et un jour, OK. ouais, c'est hyper particulier, hein. Heu Vas-y. Un jour, un collègue, hypno de rue vient et puis, c'était ma toute première séance, j'avais jamais fait de séance à un inconnu et j'y croyais pas à l'hypnose, hein, d'ailleurs et un collègue vient, il me dit: «Bah, tu pratiques pas? Tu fais pas d'hypnose toi?» Je dis: «Bah, si, si, je fais de l'hypnose et tout». Il fait: «Bah, attends, je t'amène quelqu'un» et donc il m'amène quelqu'un et un gars, je sais pas, 17-18 ans, grand, brun,
dis: «Qu'est-ce que je vais faire avec lui? Qu'est-ce que je vais lui raconter?» tu vois? En plus, j'y croyais pas du tout, tu vois, l'hypnose. Moi, je me disais que c'était, un truc, fantasmé, je sais pas, qui enfin voilà. OK. Et là, le gars, je commence à faire mon truc et tout, mais genre assuré, tu vois? Genre, je fais super bien semblant donc je fais mon truc et là, je vois que le mec, il est à fond dedans et que franchement, il est au taquet, tu vois? Il a des étoiles dans les yeux et tout et vraiment là, pour le coup, vraiment, hein, je t'assure. Il a des étoiles dans les yeux et tout et je sens vraiment qu'il est à fond et que enfin vraiment et même les trucs où je me disais: «Ça, c'est n'importe quoi, ça marchera jamais», le mec, il les prenait, quoi. Je me dis: «Waouh, c'est un truc de OK. ouf» et sur le moment, je me dis: «Non, mais il se fout de moi, en fait, le mec, genre, c'est pas possible», tu vois? Et puis tu te dis: «Bah non, mais tu le connais pas le gars», tu vois? Il vient de nulle part, le mec. Il passait et quelqu'un l'a interpellé pour savoir s'il voulait faire une séance. Il y a aucune raison qu'il se foute de toi, tu vois? Il te connaît pas, il te doit rien. Et heu et là, j'ai commencé à peut-être considérer l'idée que l'hypnose pouvait, fonctionner. D'accord. La preuve par Et l'exemple. ouais, non, mais vraiment parce qu'en fait, moi-même, je vivais rien. C'est-à-dire, j'avais aucun Mmh. phénomène, je n'arrivais à rien. J'avais fait une séance sur un collègue avant et je me disais: «Ouais, il se fout de moi», tu vois? Enfin, vraiment, et ça a été au point où en fait, je l'ai laissé assis et j'ai fait semblant de me barrer, alors qu'il avait les pieds collés au sol et tout, en me disant: «Bah, voilà, s'il me rattrape, c'est que c'est faux», tu vois? Genre Ah, c'est non, mais drôle. vraiment, on était dans un bar et tout, le mec, il était assis et tout et tu vois? C'est très drôle. OK. Des bons souvenirs, hein, j'ai le fou rire là Ouais. qui remonte, c'est drôle. Donc non, donc le mec est resté planté assis comme ça et tout, puis je me suis repointée du coup parce qu'il bougeait pas, donc Mmh mh. je suis revenue à table et le gars avait pas bougé, tu vois? Donc moi j'étais morte de rire, alors je me dis: «Bah, preuve ultime, tu vois? S'il rigole pas avec moi alors que je suis morte de rire, Ouais. voilà quoi». Enfin à un moment donné, et le mec il a pas bronché d'une semelle quoi, tu vois? OK. Et donc je reviens à ma séance, de rue quoi et on finit la séance et le mec il était en mode: «Ah c'est trop bien et tout, c'est merveilleux machin» et puis, il faisait un peu froid, tu vois? C'était un peu le début de l'hiver, bah, un peu comme maintenant, c'était un peu, voilà, c'était pas très des températures très estivales et le mec me dit: «Ah j'ai froid et tout, je vais y aller machin, je suis dégoûté parce que j'aurais trop aimé voir une autre séance de toi et tout» OK. et je lui fais: «Vas-y assieds-toi là et imagine que tu t'assieds devant un fauteuil, devant la cheminée», tu vois? Et bon, je te la fais en accéléré, tu vois? Mais je lui fais fermer les yeux et je lui dis ça. Et là, le mec, il me fait: «Ah, c'est bien et tout, il fait chaud et tout». Je fais: «Mais what? C'est quoi ce bazar?» tu vois? C'est impossible que ça fonctionne comme ça, tu vois? C'est trop simple. Ouais. Et bref, du coup, enfin, voilà, donc ça m'a vachement fait sortir de ma coquille, ça m'a vachement donné confiance en moi, en fait, Mmh. ce côté, en fait, tes mots ont une incidence sur les gens et même, à un moment donné, je faisais la guerre, tu vois? Aux gens qui disaient des choses négatives, ou qui sous-entendaient des trucs négatifs, j'étais, un peu la parano du négatif, quoi, parce que je me disais: «Mais Ouais. attends, si moi quand je dis, essayer plutôt que, tu vas le faire, Mmh. les gens ils y arrivent ou ils y arrivent pas, Ouais. imagine ce que ça fait quand quelqu'un te dit, «Ouais, tu vas essayer de faire tel truc», alors qu'il te dit pas, «Ouais, tu vas le faire tel truc», tu vois? Enfin et moi j'étais Mmh. devenue complètement folle, quoi et il a fallu retrouver Ouais. un équilibre là-dedans aussi parce que du coup, bah, j'étais un peu trop sur l'implicite, tu vois? Mais des fois, il faut pas trop chercher non plus, quoi. Mmh. Tout n'a pas forcément, tous ces sous-sens-là, mais au moins quand tu les as en tête, j'ai le sentiment que tu, limites quand même, ton impact sur les autres, en tout cas négatif. Donc je pense que juste milieu, c'est toujours bien de le trouver quoi qu'il en soit, mais d'avoir cette, notion-là, cette connotation, je trouve ça, important pour interagir en tant qu'humain. Ouais, ben, ouais, c'est un peu cette notion-là aussi qui fait que quand je dis, ouais, imagine on me trouve pire à mon test, en fait, je précise derrière, mais en fait, Mmh. quand je dis pire, je veux pas dire que c'est enfin, tu vois? Mmh. Bah, ça, c'est un peu off, tu vois, comme truc, comme commentaire, mais c'est un peu ce truc-là aussi qui fait que je rebondis là-dessus en disant: «Mais attends, là, j'ai dit pire, mais c'est pas péjoratif du tout et c'est important de se faire accompagner et il y a aucune honte Mmh à mh. avoir une, maladie psy, quoi, ou à avoir un trouble, ou un neuroatypisme ou n'importe quoi d'ailleurs, hein». Ouais, totalement. Sur ton compte Insta, tu OK, on recommence. Sur ton compte Insta, tu, as fait un post qui raconte que les conseils ne fonctionnent pas. Ouais. Est-ce que tu as
toi, l'impression que les conseils ne fonctionnent pas sur toi? Est-ce que tu as la manière, enfin, tu as le sentiment que c'est la manière dont on se représente le conseil qui fait que le conseil ne fonctionne plus? Ou est-ce que c'est que le concept n'a jamais existé? Pourquoi ce poste? Hem, les 2 mon capitaine. À la fois l'idée qu'un conseil, reçu, c'est pas une vérité absolue, je pense que c'est important. C'est important que tout le monde reste, responsable de sa vie et prenne pas pour Mmh. monnaie, argent comptant tout ce que n'importe qui peut lui dire, même si c'est la grand-tante Janine, qui a tout vécu dans sa vie et voilà. Parce que grand-tante Janine, elle Ouais. est dans ses bottes à elle, pas dans les vôtres. Mais, Mmh mh. surtout, je dirais que alors je vais peut-être apporter un peu de subtilité à ce poste-là. L'idée du conseil tel que je le représente là, c'est du conseil genre gratos, tu vois? Genre entre 2 Mmh. portes, «Ah tu t'es fait mal au genou? Tu pas essayé la nouvelle attelle Decathlon?» Tu vois? Ce genre de conseil. Fallait pas tomber. Ouais, ouais, Super. c'est un peu ça. Ou, «Ah tu t'es fait mal? Ah ben, reconvertis-toi». O ouais super, merci beaucoup pour le conseil, tu vois? Dac. J'y penserai. Parce que jusque-là, ça ne m'avait pas effleuré l'esprit, tu vois? Non, c'est un peu, ouais, c'est un peu le côté que, c'est un peu le conseil, vite fait, tu vois? Donc c'est, à mettre en opposition au conseil tel qu'on pourrait le pratiquer, en thérapie ou en coaching. C'est-à-dire quelque part quand même l'idée d'amener la personne à trouver, ce qui lui conviendrait à elle en l'aiguillant, tu vois? C'est-à-dire que moi en accompagnement, je donne pas une solution toute faite. Mmh Mais mh. par contre, on peut pas nier qu'il y a quand même une part de, j'apporte mon expertise pour t'aider à trouver, tu vois? Tu es obligé Ouais, bien sûr. d'influencer les gens. Ouais. Mais tu vois, je pense que déjà, il y a des gens qui pensent que les conseils, c'est universel et que si on te donne un conseil, alors ça marche. Alors ça, je Mmh. pense que c'est pas vrai, pour un tas de raisons, dont on pourra discuter, pendant 1 heure si tu veux, une prochaine fois. Mais je pense aussi que les conseils, ça tombe toujours à plat ou quasiment parce que les gens qui parlent de leurs problèmes cherchent pas des conseils. En général, ils cherchent une écoute plus qu'un conseil, Ouais. et qu'on connaît rien en fait de leur situation. Je pense, là, comme exemple, aux jeunes parents qui reçoivent des conseils sur Mmh l'éducation de mh. leurs enfants. Tu vois? Enfin moi je ça en ce Ouais. moment, ça me touche pas mal parce que j'ai une connaissance qui a eu, un bébé et qui se fait assaillir de bons conseils de sa famille, pour élever ses enfants, alors qu'elle a Mmh. rien demandé à personne en fait, tu vois? Je veux dire, les Ouais. conseils, c'est bien quand on demande un conseil et quand quelqu'un peut nous répondre ou peut nous donner des pistes ou quoi, mais je pense que ça doit toujours être sollicité pour être bienveillant et pour être serein. Je pense que à partir Totalement. du moment où tu essayes de donner un conseil, tu vois, qui est pas sollicité et qui est un peu: «Tiens, vas-y essaye», le problème des conseils, c'est que ça fait un peu genre, bah, si tu le fais pas, c'est que tu veux pas vraiment régler ton problème. Mmh mh. Alors que en fait, peut-être que toi, tu as déjà essayé ce truc-là ou peut-être que ce Mmh. truc-là te correspond pas parce que ça engendre d'autres contraintes qui sont compliquées pour toi ou peut-être que tu as pas la croyance que ça va t'aider et que donc comme ton énergie est précieuse, ben, tu veux pas la mettre là-dedans et c'est OK, Mmh en mh. fait. Mmh mh. Et du coup, ça peut énormément être un trigger pour plein de situations, le fait de recevoir un conseil qui est pas sollicité. Mmh. Hem, Parce que en général, quand tu as besoin d'un conseil, c'est que déjà tu pas très bien et donc que tu es déjà un peu à vif et que tu pas forcément la «réceptivité» entre guillemets pour recevoir un avis quoi, si tu l'as pas Mmh mh. demandé. Ouais. Voilà pourquoi moi je pense que les conseils c'est pas ouf. Après j'essaye de me déradicaliser là-dessus parce que c'est vrai que je suis un peu extrême là-dessus. J'en ai conscience, hein, parce que, bah, voilà, enfin, c'est un truc, Mmh. que je déteste et que voilà. Mais j'essaye de m'adoucir un peu là-dessus et de faire un peu plus de pédagogie là-dessus. Mais c'est vrai que moi, je trouve que les conseils sont souvent malvenus et sont souvent mal placés. Et puis, je suis même pas sûre, en fait, que en tant que donneur de conseils, tu puisses tomber juste. Mmh. Sans avoir Ouais. d'éléments et juste, en mode: «Beh, je suis tombée, beh, relève-toi», tu vois? Genre, ouais, bon, Mmh. ça factuellement, ça marche, tu vois? Ça, je l'avais, ouais. Mais genre, tu y avais sûrement pensé avant moi, tu vois? Genre, si tu étais Mmh. tombée, tu as sûrement pensé à te relever avant que je te dise de te relever, quoi, tu vois? Et puis il y a aussi le côté où, quelque part, quand tu donnes un conseil à quelqu'un, c'est un peu comme si tu lui disais, bah, un conseil non sollicité, je rappelle, c'est un peu Mmh. comme si tu lui disais: «Ben, en fait, je vois que tu es pas capable de régler ton problème, donc je vais te Mmh. dire comment faire», tu vois? Ouais. Ouais, c'est hyper infantilisant.
Ouais, c'est déresponsabilisant pour la personne qui Mmh. reçoit, c'est infantilisant, c'est un peu comme quand, quelqu'un te dit: «Je vais faire telle compétition» et que l'autre te dit: «Bah, j'espère que, tu vas pas perdre, quoi». Bah, super, bah, merci. Yes, pas trop de pression. Écoute, moi aussi, quoi, tu vois? Et du coup, partant de ce principe-là, peut-être que tu pourrais, partir du principe, du coup, que c'est plus intéressant d'aller puiser soi-même dans ses recherches et dans sa façon d'aller réfléchir et de s'instruire et avec des pédagogies qui nous touchent, avec des récits qui nous touchent et cetera. Est-ce que tu aurais alors des disciplines, l'hypnose par exemple, des lectures à conseiller pour aller, peut-être se passer de conseils ou en tout cas savoir les demander correctement, savoir mettre de côté ceux qui sont pas intéressants, savoir réceptionner ceux qui le sont? Quelles lectures, toi, en tout cas, t'ont marqué dans ton parcours? Hem, question difficile. Alors j'y ai réfléchi à cette question, mais c'est une question difficile pour moi parce que j'ai lu énormément de bouquins, mais des bouquins techniques en fait, de thérapie ou OK. d'hypnose, donc qui vont pas parler aux ben, la plupart des personnes qui écoutent cet épisode. Après je pense que, en fait, la plus grande encyclopédie qu'on puisse trouver, pour répondre à nos questions, de ce type-là, nos questions un peu Mmh mh. existentielles, en fait, c'est soi-même. On sait Mmh. énormément de choses. Il y a beaucoup de choses qu'on ne veut pas voir, mais on sait beaucoup de choses et parfois, tu sais, quand, par exemple, tu entre 2 trucs, juste le fait de tu fermes les yeux, tu respires un grand coup et tu penses à un truc, une possibilité et tu vois ce que ça fait dans ton corps. Est-ce que ton corps se Mmh. crispe? Est-ce que ton corps est plus léger? Est-ce que ton corps est chaud? Est-ce que ton corps est froid? Et puis tu fais la même chose dans l'autre sens et tu vois ce qui te paraît le mieux pour toi. Et en fait, c'est un truc bête, mais ça te permet d'avancer dans beaucoup de choses. C'est-à-dire que ça te permet Mmh. déjà de voir un peu au niveau de comment tu te sens avec les autres, de tes décisions et cetera. Ça te permet d'énormément t'écouter, en fait et c'est ta connaissance de toi qui est la plus grande richesse, je pense, Mmh. par rapport à la neuroatypie. Après, il y a Effervescence que je suis sur Instagram qui fait un travail magnifique de vulgarisation, de la théorie polyvagale qui est en fait, en gros Mmh. une approche, qui vise à simplifier notre, relation à notre énergie, à notre stress, Ouais. et aussi, à prévenir le burn-out et elle est en train d'écrire un bouquin, il sort là dimanche, donc OK. à l'heure où vous écouterez ce podcast, il sera sorti. Oui. Hem Si tu veux, je te file le lien après. Enfin, elle m'a dit Ouais, qu'elle je veux me le bien. filerait, donc si tu veux, je te l'enverrai. Super, Elle on fait un mettra un tout travail en extraordinaire et franchement, ça vaut vraiment la peine d'aller voir ce qu'elle fait parce que bon, là, le bouquin, c'est un condensé de son boulot, mmh mh. mais franchement, ça va être génial et c'est, vraiment, c'est axé tout public donc même les Ouais. personnes qui sont pas spécialement intéressées par, la thérapie ou quoi, aller lire son bouquin, c'est d'utilité publique, quoi. Franchement, c'est vraiment génial. Super. Après pour, tout ce qui est rapport aux autres, implicite et cetera, il y a un Mmh bouquin mh. alors ça me fait toujours marrer d'en parler parce que le titre, ne représente pas du tout, le bouquin en question, mais c'est le bouquin de Dale Carnegie qui s'appelle, Comment se faire des amis. Alors que c'est un OK. bouquin qui ouais, alors tu connais? Je connais de nom, mais je l'ai pas lu. Alors c'est un bouquin en fait qui parle, de plein de choses, un peu de codes sociaux, de manière d'interagir avec les gens pour avoir des bonnes relations avec les gens. Alors c'est pas Mmh genre, bah, comment tu trouves des amis? Bah, tu vas au bar du coin machin, non, c'est plus mh. subtil que ça. C'est vraiment ouais, des trucs un peu plus méta que ça, mais qui peuvent vraiment aiguiller quand, bah, comme moi, tu as des difficultés avec les conventions, les choses comme ça. Et pour ceux qui seraient un peu plus, intéressés par comment notre cerveau, est vachement influencé par nos pensées et par, comment ça marche l'hypnose et etc. Mmh. Un bouquin qui peut être un juste équilibre entre comment, ça peut fonctionner et avoir des techniques pour soi parce que vous avez pas tous vocation à être thérapeute ou quoi. C'est Un cerveau pour changer de Bandler Mmh. et Grinder, qui est un bouquin de OK. PNL. Donc, Bandler et Grinder, c'est les fondateurs, enfin les personnes qui ont, un peu, modélisé la PNL parce qu'en fait Mmh. la PNL, c'est comme de l'hypnose mais c'est une recette. C'est-à-dire que Mmh mh.
Si tu prends une analogie avec, la cuisine, ça serait de l'hypnose, c'est un truc assez spontané, on mesure pas trop, machin et la Mmh. PNL, ce serait de la pâtisserie, tu vois? Ce serait plus OK, là, tu as des Ouais. mesures précises, tu as des recettes précises, tu vois? Mais c'est la même chose et Mmh. donc ouais, Un cerveau pour changer de Bandler et Grinder, qui est en fait une retranscription d'une de leurs conférences où Mmh. ils expliquent plein de trucs sur, entre autres, les submodalités, donc qui sont un processus qui permet d'influencer, tes pensées et donc tes ressentis. Donc voilà, un des bouquins aussi, sympa. Trop Et puis, cool. surtout, je pense un des trucs les plus importants, vous limitez pas à un auteur ou à un sujet. Allez Ouais. chercher plein de choses et construisez-vous une boîte à outils, c'est ça le plus important. Parce que, le problème quand on s'enferme dans un outil ou dans un sujet, c'est qu'on voit plus qu'à travers ce prisme-là et que, du coup, on en oublie le reste et on voit pas comment ça se connecte. Mmh. Et quand on se limite en plus qu'à un auteur, bah, à ce moment-là, on a en plus que la vision de l'auteur. Donc c'est Mmh, mmh mh. important à la fois de varier les sources et à la fois de varier les sujets pour vraiment essayer de construire un truc qui soit, le plus global possible et qui puisse vraiment, vous donner une idée de comment, enfin, de qui vous êtes et de comment vous fonctionnez et alors, au-delà de ça, en fait, c'est OK de pas être d'accord avec ce qui est écrit dans un bouquin, même si c'est écrit dans un bouquin. Je pense qu'il faut expérimenter, mais il faut aussi savoir quand un truc nous parle pas ou quand un truc fonctionne pas et bah, pas forcément pousser, c'est pas grave, en fait. La dernière question que je voulais te poser pour ouvrir un petit peu, le champ des possibles aux personnes qui nous écoutent, parce que j'imagine qu'il y aura peut-être pas une majorité de neurodivergents ou de neuroatypiques qui vont écouter ce podcast. Ça reste pas la majorité, de la population française non plus. Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui va entrer peut-être un jour dans sa vie dans une relation avec, quelqu'un qui est neurodivergent, neuroatypique, quelle que soit, la divergence, l'atypisme? Ça me Ouais. fait bizarre quand même, hein, mais bon. Quelle que soit en tout cas la neurodivergence, la neuroatypie, quel conseil est-ce que tu pourrais donner à cette personne pour l'accompagner et pour, réagir comme il faut à peu près? Comprendre, tu vois? Ben, en fait, juste 2 questions avant, on a parlé de pas donner de conseils, du coup, je me sens un peu, c'est tricky, tu vois, comme question. Je te mets Non, pas dans la meilleure position. voilà, non, non, je déconne, je déconne. En vrai, il y a des pistes. Après, vous en faites ce que vous voulez et c'est encore une fois, il y a rien d'universel. Il faut essayer, il faut tester, voir si ça ce qui marche pour vous. Mais il y a des pistes, du coup, à explorer. Alors la première à laquelle je pense, là, comme ça, c'est communiquer et soyez le plus explicite possible, y compris dans les choses qui coulent de source. Il y a une belle citation qui dit, «Si ça va sans dire, ça va encore mieux en le disant». C'est vraiment, Mmh. pour le coup, je trouve que ça s'applique vraiment. Parce que, pas juste pour les personnes qui auraient un trouble du spectre autistique, mais même pour les personnes qui sont juste neurologiquement différentes et atypiques, en fait, ça va leur permettre d'apprendre, comment vous fonctionnez et de comprendre votre pensée, en fait, de comprendre votre Mmh. cheminement. Donc ça, c'est le truc, je pense, le plus important, et aussi se dire que en fait, c'est OK de pas comprendre totalement les personnes qui nous entourent. En fait, chacun a un mode de pensée différent. Chacun perçoit le monde différemment Mmh. et c'est pas grave si c'est pas comme ça que vous le voyez, ça veut pas dire que c'est faux. C'est juste une manière différente de voir les choses. Celui qui se place devant un éléphant, il voit sa tête et celui qui se place derrière un éléphant, bref. Vous voyez ce que je veux dire? Tu vois? Tu as un autre point de vue sur les Ouais. choses et tu vois pas la même chose et c'est normal. Mmh. Heu et j'avais dit ça, un jour, j'avais pour l'anecdote, un jour j'ai dit ça à un gars, bah, tu vois, on parlait tout à l'heure de est-ce que tu as déjà blessé des gens, de manière Mmh. un peu Ouais. inopinée? Un jour j'étais, responsable d'une petite équipe de 2 personnes, donc c'était vraiment une petite équipe et il y a un de mes équipiers qui dit, «Ouais, non, mais toi, t'es bizarre, tu vois? Enfin, franchement, t'es bizarre» et là, je lui ai Mmh. répondu: «C'est pas parce que tu ne comprends pas que c'est bizarre» et le mec, il est parti en vrille totale. Il est parti furieux parce OK. qu'il a cru que je le traitais d'imbécile Ouais, ouais, ouais. alors que, ben, non, pas du tout. Enfin, moi, j'étais juste hyper littérale, c'est-à-dire, c'est pas parce que tu ne comprends pas
Ouais. que ça n'existe pas ou que c'est bizarre. C'est juste tu comprends pas. C'est OK, tu vois? Mais ça veut pas dire que t'es imbécile, ça n'a rien à voir. Je veux dire, il y a Ouais, aucun lien de ouais, cause à ouais. effet, quoi. Hem, mais après oui, le fait de communiquer, je pense que c'est un point central. Si tu te sens froissé, il faut le dire. Si tu te sens content, il faut le dire. Si tu as pas compris, il faut le dire aussi. Si tu es pas sûr d'avoir compris, reformule. Et je pense que, ouais, c'est vraiment la communication le point central, et aussi du coup, quand tant qu'on est dans la communication, le fait de donner des feedbacks, surtout pour les personnes qui potentiellement suspectent, des personnes, dans leur entourage qui sont porteurs d'un trouble du spectre autistique. Mmh. Parce que justement, on a difficile avec les choses, implicites et avec, les trucs qui vont sans dire et donc c'est mieux en le disant et c'est plus facile quand les Ouais. choses sont vraiment, dites, de manière claire. Un petit conseil pour les personnes qui, ont des hypersensibles dans leur entourage ou des personnes qui rencontrent de l'hypersensibilité, passagère, c'est le côté de pas minimiser, les ressentis des hypersensibles, c'est-à-dire les ressentis sensoriels. Heu, j'ai déjà vu des gens dire à d'autres personnes: «Bah, non, mais en fait, arrête un peu tes simagrées là, tu supportes pas la couette, supporte quoi, enfin, fais avec». Mmh. Quand on est hypersensible, on ressent énormément, parfois un sens, parfois plusieurs et en tout cas, si on a de l'hypersensibilité sensorielle et ça peut être hyper dérangeant et ça peut être vraiment viscéral comme truc. Moi, je sais que si tu mets du son trop fort dans mes oreilles, ça me fait péter un câble, mais vraiment, je maîtrise plus rien, quoi. Je absente, quoi. Mmh. Et je pense que ça, c'est sous-estimé et les gens se disent qu'on n'a qu'à prendre sur nous enfin, je dis «on», mais en fait, je parle pas de moi précisément, je parle des hypersensibles de manière globale. Je pense que les gens se disent que les personnes qui ont de l'hypersensibilité ont qu'à prendre sur elles, mais que finalement, il y a parfois pas moyen de prendre sur soi. Mmh. Donc que c'est pas un truc à minimiser, que c'est un truc, c'est pas juste un caprice, quoi. C'est un truc réel et c'est un truc qui est inconfortable réellement. Mmh. Et sinon aussi, d'éviter de dire que les gens réfléchissent trop ou se font des nœuds au cerveau. C'est hyper agaçant. Surtout que, là, c'est plutôt pour les personnes, qui sont au potentiel ou qui ont de la douance. C'est le côté, en fait, les personnes s'identifient à ça, quoi. Donc ils s'identifient à leur capacité à réfléchir et toi, tu vas leur dire: «Tu réfléchis trop». Ça veut dire quoi? Enfin, tu vois? C'est quelque part, c'est un peu invalider qui ils sont, quoi. Donc ça, c'est le Mmh. genre de truc à mon avis, éviter. Après, tout ça, c'est des trucs à «éviter» entre guillemets, mais en vrai, c'est des faux conseils parce que, déjà, si tu le dis une fois, tu vas apprendre qu'il faut pas le dire et puis en plus, en vrai, si tu tiens une liste de trucs: «Alors je dois pas dire ça, je dois pas dire ça, je dois pas dire ça», ta relation, elle est compliquée, en fait. C'est Mmh. des trucs comme ça, vous les retenez pas, c'est pas grave, en fait, vous y penserez au moment venu ou vous y penserez pas et en fait, vraiment la communication, ça reste le principal conseil, quoi. I'm not done. I just want me to find it. 'Cause I'm not done. I just want me to find it. I'm not done. I just want me to find it. 'Cause I'm not done. I just want me to find it. Dans le discours d'Elisa, ce qui m'a le plus marqué, c'est l'idée que finalement, le parcours de diagnostic aurait peut-être besoin d'être un peu démystifié. Est-ce que le plus intéressant est d'appartenir à une case, ou est-ce que c'est plutôt le fait de se connaître profondément ? Je crois que le diagnostic en tant que tel n'est pas forcément ce qu'il faut viser en premier lieu, mais que ce serait plutôt un apprentissage de qui on est, de notre façon de penser, d'interagir, de réfléchir, d'avancer. Que tu sois HPI, HPE, hypersensible, que tu aies le syndrome d'Asperger. Finalement, le savoir, je comprends en quoi ça peut faire du bien, mais apprendre à dealer avec, il me semble que c'est le cœur du travail, et peut-être même la fin du parcours, si tant est qu'il y en ait une. Ce que je raconte là n'engage que moi, bien sûr. Si toi tu as besoin de passer par un diagnostic bien écrit noir sur blanc, alors fais-le. Mais je dirais simplement, sois sûr de le faire pour de vraies raisons, pour aller vers le mieux-être, parce que je sais combien c'est alourdissant ce sentiment constant de décalage et d'incompréhension. Prends soin de toi, et bonne nuit. I'm not done. I just want me to find it. 'Cause I'm not done. I just want me to find it. I'm not
not done. I just want me to find it.